Florence Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite en littérature latine à l'université Paris-Cité, autrice de très nombreux livres, traductrice du grec, du latin, notamment des auteurs de théâtre, Sénèque en 2012, Plaute en 2019. Et cette attention à la performance théâtrale, elle est cruciale dans votre approche. Pour vous, un texte antique n'est pas fait pour être lu, mais pour être joué. Et l'interprète moderne doit lui-même jouer avec ses significations. Vous avez le sens du jeu, en fait, y compris dans votre travail d'historienne de la langue. Oui, en fait, ce que j'ai fait en traduisant, par exemple, les tragédies de Sénèque, c'est au fond ce qu'ont fait les latins 2000 ans plus tôt. C'est-à-dire que la traduction sert à transformer la langue d'arrivée et non pas de donner accès à un texte dont le sens est peut-être perdu ou, comme disait l'enfant, pas très intéressant. En tout cas, je vous disais, vous êtes professeur de littérature latine, mais la notion de littérature vous est inutile. Elle nous égare, dites-vous. Et voilà pourquoi vous ne parlez dans votre livre que des lettres latines. En tant que, justement, ces litterae latinae sont la traduction latine des lettres grecques, grammata helléniques. Oui, je suis loin d'être la première à rappeler que la littérature telle que nous la connaissons est une institution du 19e siècle, disons peut-être de la fin du 18e, et que avant il y a eu les belles lettres, et que bien avant, à Rome, il n'était pas question de littérature comme institution, mais donc de litterae latinae. Effectivement, la formule est calquée sur les lettres grecques, parce que, en fait, tout ce que nous connaissons comme, entre guillemets, littérature latine a été le résultat d'un transfert volontaire, décidé, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, de tout ce qui constituait le corpus culturel, désormais traditionnel depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, des Grecs et de tous ceux qui se rattachaient volontairement à la culture grecque. Oui, parce qu'au départ est la fondation de Rome, la fondation d'une ville grecque. Et d'ailleurs, écrit Varron, Romulus parle grec. Le grec, il demeurera la langue de la culture, c'est-à-dire des loisirs, c'est-à-dire des plaisirs. Et vous dites que parler grec est un euphémisme pour dire en latin faire l'amour. Seulement, voilà, les Romains ne sont pas tout à fait des Grecs comme les autres. Pourquoi ? Alors c'est ça le mystère au fond. Ouais. Parce que ils ont fait quelque chose, c'est-à-dire créer leur literae latinae, à côté des lettres grecques, non pas pour les remplacer, mais à côté, parallèlement, ce que aucun autre royaume, aucun autre peuple n'a fait dans la Méditerranée à la même époque. Donc ça, c'est un... C'est à ce mystère que vous vous affrontez dans ce livre. Oui, ce qui a été quand même, vous remarquez, très long à trouver. Oui, c'était un mystère et... si on veut être historiquement rigoureuse, on peut pas dire c'est l'esprit romain ou quelque chose comme ça. Non. Essayez de comprendre ce qui a pu se passer, qui est donc la création de ce que les Romains appellent eux-mêmes un autre grec, c'est-à-dire transformer le latin qui jusque-là était la langue du pouvoir, la langue du droit, la langue de la politique. La langue des togati, vous écrivez, la langue de ceux qui sont aux toges, c'est-à-dire des citoyens. Des citoyens, de ceux qui utilisent le droit romain pour faire des affaires, ou faire la politique, un peu moins souvent, et donc transformer ce latin-là en une langue qui est susceptible d'entrer dans les loisirs, y compris de ceux de l'élite. Et en réalité, ça n'a été vraiment accompli que sous Auguste, oui. Avec la politique volontariste d'Auguste, qui demande à des gens comme Virgile, Horace, de transférer la poésie grecque en latin. Alors Virgile, justement, ça renvoie à l'un de vos précédents livres que j'aime beaucoup, Rome, la ville sans origine. C'est une analyse du poème de Virgile, l'Énéide, remake latin d'Homère, qui commence avec une Odyssée et s'achève comme l'Iliade, mais ce n'est pas un chant du retour, ce n'est pas un roman national que cette légende de la fondation de Rome. Au contraire, Virgile dit « Tout citoyen romain vient d'ailleurs ». Et voilà la source de grandeur de Rome. Et vous écrivez, Florence Dupont, ce qu'apporte la figure d'Énée le Troyen n'est pas une altérité ethnique, mais une altérité formelle. Ce qui importe n'est pas qu'il soit grec ou troyen, mais qu'il ne soit jamais arrivé à Rome. Donc, au fond, ce qui vous intéresse, c'est de faire vaciller cette idée même de l'identité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Énéide n'est pas un roman national. La preuve, d'ailleurs, c'est que Énée ne fonde pas Rome, et que donc il devient le modèle
de tout citoyen romain, c'est-à-dire un homme qui vient d'ailleurs. Alors, bon, et les Romains n'ont pas d'origine, ils ont une origo, c'est-à-dire un lieu hors de Rome. Oui, alors ça a été très bien étudié, enfin je vais pas prétendre que c'est moi qui ai trouvé tout ça, donc par un historien du droit, malheureusement disparu, qui est Yann Thomas, et qui a montré justement que, disons, l'imaginaire romain de ce que nous appelons l'origine est en fait quelque chose qui n'est pas l'origine directe, hein, mais qui est l'origo, c'est-à-dire l'implantation du citoyen dans une ville qui lui donne la citoyenneté romaine. C'est-à-dire, on n'est jamais directement citoyen romain, ce qui fait qu'au fond, l'image du romain, c'est toujours celui qui vient d'ailleurs. Et voilà pourquoi vous défendez, malgré tout, je serais tenté de dire, l'enseignement du grec et du latin à l'école, Florence Dupont, pour cet esprit d'aventure, et pas pour les raisons identitaires qu'on lui assigne. En fait, vous défendez le latin parce que rien ne vous énerve plus que l'expression « les racines gréco-latines de l'Europe ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, il y a une utilisation politique par des gens que j'aime pas trop, hein, et ensuite parce que c'est en plus intellectuellement faux. Oui, c'est intellectuellement faux parce que l'Europe occidentale n'a pas le monopole de l'Antiquité. C'est ça ? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, l'Empire romain s'est étendu absolument sur toute la Méditerranée et que les Romains ont servi effectivement de transmetteurs. Ils ont apporté toute la tradition à la fois des lettres latines mais des lettres grecques. Et ces lettres latines et ces lettres grecques ont été, jusqu'à aujourd'hui, utilisées, réinterprétées, mais pas nécessairement de la façon dont nous, en Occident, nous les utilisons. Et effectivement, aussi bien les Iraniens, la philosophie islamique, etc., a des lectures de ces textes anciens extrêmement différentes. L'intrigue majeure de votre livre, son arête centrale, c'est que pour que le latin devienne l'autre grec, l'altera lingua, l'autre du grec, il faut que se développe cette idée neuve du IIe siècle avant notre ère, la grammaire. Donc en fait, il n'avait pas tort finalement, notre garnement du générique. Le latin, c'est une grammaire. Et c'est une grammaire depuis Caton l'Ancien. C'est une grammaire parce que s'il n'y a pas une fixation de la langue, de toute façon, la langue se change très 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 naturellement. Et il y a un exemple assez étonnant, c'est celui du Senatus Consulte des Bacchanales, qui est il y a 2 textes du IIIe siècle, sont en fait les premiers vrais textes latins, et il a été affiché en Italie du Sud, et déjà on voit que le latin qui a été affiché n'est sûrement pas celui du Sénat. Parce que, il y a qu'à être dans le concret. Qu'est-ce qui est arrivé ? Le Senatus Consulté devait être affiché. Il y avait un lapidaire, un type qui gravait, et puis il y avait un autre qui lisait. Mais tous les deux étaient des locaux, des gens de compagnie, et déjà, ils avaient un autre phonétisme. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que, comme cette histoire est insupportable à bien des gens, l'idée que le latin n'est pas quelque chose qui aurait une essence qui se maintiendrait, on dit c'est du latin archaïque, mais c'est pas du tout du latin archaïque. C'est ça. Et c'est contre cette idée du latin originel que vous vous battez, et ainsi s'impose le bilinguisme de l'Empire gréco-romain qui s'exprime utraque lingua dans l'une et l'autre des langues. Rome, maîtresse du monde, s'approprie le monde grec dont elle est issue pour le rejeter à l'extérieur, selon ce que vous montrez très bien à la fin de la première partie du livre, Florence Dupont, un double mouvement d'altérité incluse et d'altérité exclue, et vous écrivez « Sa façon de ne pas être grecque fut d'être latine, mais elle le fut toujours sur un modèle grec. Rome fut une perpétuelle traduction. » Oui, et c'est assez amusant de voir qu'en fait, par exemple, le terme graecia, le terme grec, qui désigne quelque chose que les Grecs ne désignaient pas, eh bien, est un terme d'abord qui n'est pas grec, dont on ne sait pas trop où il vient, et qui a été utilisé par les Romains pour définir une entité globale dont ils avaient besoin pour se démarquer et s'identifier en l'opposant. Parce que pour se définir comme latine, Rome a besoin d'inventer la grécité, on pourrait dire, de la Grèce. Parce qu'il n'y a pas d'identité latine, en fait. Le latin n'est pas une identité non plus. Rome n'est pas une identité. C'est un grand mélange de plein de gens. Il y a un projet. On peut parler, en un sens, d'ethnogénèse, mais il n'y a absolument pas d'origine ni de passé, je veux dire. Donc nos vilains garnements, là, dans la salle de latin, ils avaient raison de s'interroger. Au fond, c'est pas vraiment une langue, et pourquoi les Romains ne parlent pas romain ?
Si, c'est une langue parce qu'ils ont décidé que ce soit une langue. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que ce sont bien les hommes, et le cas échéant d'ailleurs les femmes, qui font l'histoire, et non pas qu'ils la subissent comme une sorte d'héritage auquel il faudrait se rallier sans cesse et protéger. Là, ils créent quelque chose qui est la Respublica. Histoire 2 sur France Inter. Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. Rome fut une perpétuelle traduction. Là, on est au cœur de ce qui vous intéresse. On se rapproche de l'autre, mais on maintient l'écart. Oui, c'est un des grands thèmes qui traverse ce livre, qui est quand même un livre extraordinairement savant, d'une richesse considérable, et qui en même temps est décapant. On redécouvre plein de choses quand même qu'on croyait plus ou moins savoir en vous lisant. Et puis c'est aussi un livre très drôle. Il y a plein de passages qui sont très drôles. Par exemple, quand vous évoquez le dernier album d'Astérix comme finalement constituant la meilleure introduction, et c'est assez convaincant, la meilleure introduction à la compréhension de César l'écrivain, c'est vraiment très réussi. Toujours en compagnie de Florence Dupont, autrice d'une formidable histoire littéraire de Rome, parue l'année dernière chez Armand Collin, nous en perdons notre latin. Celui qu'on croyait savoir, empesé dans les conventions, dans ces fictions de l'origine, ne fait pas le poids face à la puissance d'effraction de cette force de joie, et oui, que vous déclenchez. Et puisque vous décrivez de Romulus à Ovide une culture de la traduction, tel est le sous-titre, c'est sur cette question, Paulin Ismar, de la traduction que nous aimerions vous interroger. Oui, vous dites Rome fut une perpétuelle traduction depuis le grec. Et la question qu'on se pose quand même en vous lisant, c'est comment est-ce que ça nous permet de penser ce qu'est la traduction ? Parce que en fait, c'est une traduction qui est très étrange. À un moment, vous évoquez, et j'ai l'impression que c'est le modèle auquel vous pensez, celui de l'interprétation, c'est-à-dire la façon dont on accueille un dieu étranger. Par exemple, Cybèle, qui vient à Rome, qui devient Magna Mater, et qui, d'une certaine façon, est accueillie sans être pleinement approprié. Et on a l'impression que c'est ça, en réalité, la traduction. Oui, alors j'ai mis traduction dans le titre parce que ça parle, mais en fait c'est ce qu'on appelle maintenant des transferts culturels. Mais ça faisait un peu trop savant sur le titre. Et c'est effectivement, c'est un excellent exemple, l'histoire de Cybèle. C'est-à-dire que, bon, la Magna Mater, donc cette divinité qui vient de Grèce d'Asie, donc elle est installée à Rome de deux façons, je le rappelle. Il y a à la fois un culte, entre guillemets, orientale, c'est-à-dire que la pratique d'une procession avec les prêtres de Cybèle qui sont castrés, qui se flagellent, etc. Donc ça, c'est dans les rues de Rome. Bon, c'est fait pour à la fois presque, j'allais dire, pour effrayer le bourgeois, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, il joue l'orientalisme excessif, et parallèlement, il y a des jeux qui sont les plus, enfin, évidemment, c'est un faux traditionnalisme. Mais on invente une tradition, comme disait l'autre, qui est que c'est les familles les plus respectables, les patriciens, qui font des repas en commun avec des nourritures évidemment entre guillemets archaïques, c'est-à-dire que assez peu appétissantes. Donc il y a ce jeu, et c'est des institutions. C'est-à-dire que comme ça, elle est à la fois romaine et pas romaine, et elle garde justement son altérité. Il faut maintenir aussi un écart. Ça, il faut maintenir l'altérité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est à Rome est composite, c'est-à-dire accueille le monde entier en faisant à la fois un romain, mais vous gardez, c'est évidemment qu'on construit cet orientalisme. Et voilà. Et dans la littérature, c'est pareil. C'est-à-dire quand Catulle réécrit Sappho, ça n'est intelligible que si on entend Sappho derrière. Ce qui pose la question de ce que vous appelez l'ethnopoétique. Qu'est-ce que c'est ? Ça, là aussi, ça vous a intrigué, Paulin. C'est évidemment un thème très important. C'est l'idée de cette pragmatique de l'énonciation, pour le dire en termes un peu savants. Et en fait, si on admet qu'il n'y a pas de littérature latine, qu'il n'y a pas de livre, qu'est-ce qu'on fait de ces textes ? Comment est-ce qu'on les aborde ? En fait, vous en faites la démonstration dans le livre. Oui. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous entendez sous ça dépend lesquels. Ouais. Ça dépend lesquels. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... si on prend les discours de Cicéron, qui en fait ont été réécrits. Et pourquoi ils ont été réécrits ? Pour servir de modèle. Pour qu'il y ait des discours en latin qui servent de modèle, comme il y a les discours de Démosthène. Oui, mais par exemple, le second traité de Cicéron contre Verres, vous dites que c'est une fiction romanesque. Alors ça va faire bondir les puristes. Non, mais tous les latinistes sont d'accord, parce que, je veux dire, ça commence quand c'est fini.
D'ailleurs, il y a un truc très intéressant, même pour les littéraires. Aujourd'hui, il y a un contrat de lecture. C'est-à-dire, tout le monde, il est dit en tête, qu'est-ce qui serait passé si tu étais revenu, si tu étais conforme à l'image que j'ai fait de toi, ce qui n'est pas vrai. Alors donc, il s'est enfui, et donc c'est tout ça. Et ça permet, alors ça c'est effectivement assez extraordinaire, ça permet de faire des faux discours, puisqu'on montre que Verrès est le pire des corrompus, etc., qu'il vole, qu'il pille, qu'il est, enfin bref, alors que c'était pas le sujet. Donc, bon, moi j'ai décrit ça, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, il a fait ça. Et donc, il a fait une sorte de roman avec des faux discours. Et puis il y a du théâtre aussi, sur les comédies de Plaute, justement, Paulin Ismar, ce que Florence Dupont met au cœur de sa démonstration sont les jeux scéniques et, au fond, le transfert culturel, vous en parliez, d'un rituel athénien en autre chose, en une comédie latine. Oui, avec un jeu extrêmement complexe de citations, puisque parfois on a des adaptations de pièces grecques, parfois on a en fait des citations de mot à mot, mais de manière générale, c'est vraiment ce que je trouve très impressionnant, c'est cette question du jeu, qui est quand même au cœur de cette littérature, puisque sous l'angle du jeu, on relie quand même une partie de ce qu'on a appelé aussi des textes qu'on a classés, disons, dans la catégorie de la philosophie, de la grande philosophie, mais même des textes comme le traité de Caton sur l'agriculture, que parfois les historiens ont voulu utiliser en pensant qu'ils avaient là presque un manuel qui leur permettait de comprendre comment fonctionne l'exploitation de la terre à Rome. Et vous montrez bien en fait la dimension ludique de ces traités, ou qui se réfère à des textes antérieurs. Alors je voudrais juste dire une chose là, qui est, vous avez dit tout à l'heure que je fais un livre savant. En fait, j'ai utilisé un nombre de chercheurs, de jeunes chercheurs incroyables. Et j'aurais jamais pu faire ça s'il n'y avait pas tous ces travaux. Aussi bien d'ailleurs dans le domaine latin que dans les archéologues. Les jeunes archéologues ont trouvé des trucs absolument formidables. Et en fait, il y a tout ça. Et j'ai rien inventé. J'ai mis bout à bout toutes ces recherches récentes. Et bien simplement, le problème souvent, c'est qu'ils font des recherches ponctuelles et puis ils prennent pas le risque d'en tirer les conséquences, ou ils ne veulent pas, ou ils n'y pensent pas. Donc en fait, c'est ça que j'ai fait. Alors, pour revenir à cette histoire de jeu, en fait, toute la dimension ludique de la philosophie, c'est pas moi, c'est Pierre Vesperini. Oui, mais Pierre Vesperini s'est inspiré aussi de ce que vous aviez fait. Enfin, de toute façon, Paulin, on ne retirera pas à Florence Dupont l'idée qu'elle n'a rien inventé. Ça, elle le dit tout le temps. Puisque la comédie, vous en parlez, bon, c'est Pierre Le Tessier. J'ai eu affaire à des doctorants absolument extraordinaires qui m'ont beaucoup appris. Bon, chacun sait que les doctorants vous en apprennent plus que ce qu'on leur apprend. Et donc, alors, l'histoire du jeu, effectivement, c'est découvert de l'importance du jeu à Rome et d'un jeu, j'allais dire sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des pratiques de jeu, c'est-à-dire, par exemple, on ne recherche pas la vérité avec la philosophie, mais en revanche, on fait travailler la langue, on fait travailler les notions, et on se promène au milieu de tout ça. En particulier Lucrèce, enfin bon. Marie Connet, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice, vous êtes autrice de nombreux ouvrages, vous êtes militante pour l'accueil des migrants. Je dirais en un mot, et on va y revenir, que vous faites des histoires. Et vous êtes vous avez été professeur de lettres classiques. C'est dans des lycées ruraux, près de Bayonne, que vous avez installé un atelier de traduction des Métamorphoses d'Ovide. Le livre est paru en 2017 aux éditions de l'Ogre. Et votre langue déscolarise Ovide, paradoxalement, le ramenant à la fois à sa folie et à ses ritournelles. Déscolarise Ovide, mais pourtant en faisant beaucoup de grammaire, oui. En faisant rosa, rosam, rosam, comme on entendait dans le générique tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce que vous dites depuis tout à l'heure sur la langue qui n'existe pas, et la langue qui est construction, et la langue qui est artifice et qui est construction en fait, et que c'est un jeu aussi. C'est un jeu aussi, et c'est un jeu qui est. J'ai eu la chance de travailler avec des jeunes élèves, beaucoup plus jeunes que les doctorants, mais pour qui ce jeu valait la peine. Et c'est un jeu sérieux aussi. D'ailleurs, Marie-Hélène Lafont, qu'on recevait la semaine dernière, autrice agrégée de grammaire, disait que la grammaire avait aidé à mettre en forme le chaos du monde. C'est le cas, d'une certaine manière, de la grammaire latine. Oui, pour moi en tout cas, c'est très important que ce soit comme ça, et c'est très important que je pensais à Ovide quand vous parliez tout à l'heure, qui dit que
l'art n'imite pas la nature, mais c'est la nature qui imite l'art. Et je trouvais que ça répondait assez bien à l'idée de l'origine qui n'existe pas, ou de Énée qui arrive pas à Rome, ou Ulysse, quand il revient, il n'y a pas de retour non plus, parce qu'il faut qu'il reparte immédiatement à un endroit où on va pas le reconnaître, ou en tout cas on va pas connaître son outil. Enfin, jamais rien ne coïncide. Jamais on ne coïncide avec soi-même, jamais on ne coïncide avec... Voilà, donc je trouve que l'idée de la traduction là-dessus... Et puis la métamorphose, évidemment, vous avez des belles pages, Florence Dupont, sur l'invention, en fait, du mot même de métamorphose par Ovide. D'Ovide, vous avez déclaré, Marie Connet, dans un entretien, il est fou. Il montre tout ce qu'il veut montrer, il va loin, il ne s'arrête pas, il fait du cinéma, il a conscience du tragique de la condition humaine, du tragique du désir, de la cruauté, de la pulsion de voir et d'être vu. Il veut tout et plus encore. C'est ça. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça emporte aussi la lecture des enfants, des métamorphoses. Ah oui, complètement. Ça, vous pouvez en témoigner. Je l'avais appelé Ovide, ce jeune homme. C'est vrai qu'il y a cette espèce il veut tout faire, en fait. Une scène, ça va vite, tout va vite, parce que ce qui l'ennuie, il laisse, et il va là où il veut, etc. Et ça, c'est vraiment adolescent comme mouvement, et c'est vrai que ça marche, oui. Ça vous a pas choqué ce que j'ai dit sur que les métamorphoses n'avaient aucune signification philosophique? Que c'était un jeu, que c'était en particulier la figure de Pythagore, qui était une sorte de faux philosophe, une sorte de clown philosophique? Mais on sait que c'est du faux, en fait, c'est de la fiction tout le temps. Non, ça me choque pas du tout. Ah bah tant mieux. Tant mieux, hein. Florence Dupont, c'est d'ailleurs avec Ovide que s'arrête votre livre, car les métamorphoses prennent toute la mythologie grecque dans ses filets, écrivez-vous, mais pour en placer le récit en Italie. Et pourtant, la dernière note de votre élégie aux lettres latines, à la page 651 de votre ouvrage, s'appelle le blues de la mer Noire. On y retrouve Ovide pousser la plainte de ses tristes dans, je cite, un espace de mort et de froid perpétuel. Ça se termine comme ça, les lettres latines? Non, mais je veux dire, j'ai eu envie de dire le blues de la mer Noire. J'avais envie de ce titre. Ouais. Alors bon, donc j'ai un peu ficelé ça pour que ça marche. Non, mais ça m'avait amusé parce que il dit, non, parce que tout ça c'est une énonciation fictive. Il est bon. Alors il dit, je chante. Alors au lieu de dire comme Orphée, etc. Là il dit, je chante comme le type qui travaille dans les champs, chante comme la femme qui fait. Et donc je trouvais ça amusant. Et je me suis dit que peut-être il y aurait justement un prof pour faire lire comme ça aux élèves. Mais au fond, non, je ne sais pas du tout ça. Hein, je veux dire, pour moi, la fin, c'est Auguste qui instaure la pantomime comme spectacle constitutif de l'Empire, c'est-à-dire un spectacle entre guillemets bilingue dans les jeux qui sont en son honneur. Pour moi, c'est ça, c'est la conclusion, à mon avis, d'une période. Enfin bon, comme les historiens, on fait des périodes comme on peut. Oui, mais quand même, si vous voulez bien ne pas totalement ruiner ma transition, Florence Dupont, je dirais que la fin de votre livre, qui parle de deuil, nous ramène à l'autre versant du travail littéraire de Marie Connet. Votre tâche actuelle, dites-vous, c'est de compter les morts parmi les migrants, victimes de leur désir de fuir un monde de violence, comme Énée, les reconnaître, les nommer, leur élever des stèles. Antigone moderne, vous poursuivez votre projet littéraire des îles, et dans le volume qui vient de paraître, Île des Faisans, 2020-2022, toujours aux éditions des Ogres, on lit « Ces morts sont nos morts, nous sommes obligés ». Il y a évidemment un rapport dans tout ça, c'est-à-dire c'est cette effervescence, cette insurrection de la puissance de vie. Oui, il y a voilà, la puissance de vie alors qu'on parle des morts, mais c'est tout à fait ça pourtant. Le point commun entre ce qu'on disait de Ovide qui fait du cinéma et qui fait fiction et qui fait ce qu'il veut, et le fait de continuer, de faire ce geste qui est de ne pas s'habituer en fait. Je vis à une frontière qui a vu en un an 10 morts, un endroit à l'intérieur de l'espace Schengen, hein, donc une frontière intérieure. 10 morts parce que les frontières sont empêchées du côté français, qui se noient dans un
un fleuve qui s'appelle la Bidasoa, qui sépare l'Espagne de la France. Bon, personne ne sait ça en réalité. 10 morts, c'est pas 10 morts, c'est 10 personnes qui chacune derrière elles entraînent dans une famille entière, et au-delà d'une famille, un village, et au-delà d'un village, une communauté, et puis tout un tas de... Et c'est un travail et une peine dans le réseau social de tous ces gens qui, de toute façon, sont ici et ailleurs, mais c'est le même monde, qui nous oblige. Voilà. Qui nous oblige. Qui nous oblige, ouais. Et qui nous oblige aussi, Paulin Ismar, à penser en même temps les deux versants de l'activité littéraire de Marie Connet. C'est cette force, je l'ai dit, d'effraction dans la littérature latine, le fait en même temps, de compter les morts et de traduire Ovide, de traduire les métamorphoses, ça rejoint peut-être le travail de Florence Dupont, décoloniser les discours identitaires de la littérature gréco-antique, mère de toutes les littératures. Bien sûr, enfin, Florence Dupont nous a appris à considérer, avec d'autres, mais que l'Antiquité gréco-romaine en général n'était pas notre origine, qu'on n'était pas les héritiers naturels de cette Antiquité. Et en même temps, on voit bien à plusieurs reprises dans votre livre, Florence Dupont, que par rapport à un discours qui existe aujourd'hui, qui revendique le fait de décolonialiser de décoloniser, mais en anglais c'est decolonizing classics, décoloniser les études classiques. Souvent il y a l'idée que la prétendue universalité des classiques correspondrait à une idéologie colonialiste plus ou moins évidente. Et en même temps vous êtes ailleurs. C'est-à-dire vous... Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de décoloniser, c'est-à-dire de mettre à la poubelle, en mettant à la poubelle tous les classiques, il y a une autre façon de décoloniser qui est de dire mais faites-en ce que vous voulez. Hein, ça n'est pas notre patrimoine. Hein. Et bon, je dis ça parce que je pense toujours à un ami iranien, philosophe, qui a montré ça très bien, qui avait une pensée de Platon. Hein, qui était très différente de la nôtre et qui n'était pas, qui était autre, tout simplement. Donc effectivement, il faut décoloniser. Hein, je veux dire, il y a aucun problème, mais il y a différentes façons de décoloniser. Puis il y a une mauvaise façon de décoloniser, si je peux dire, qui est d'attribuer une origine non plus aux Romains, mais aux Numides ou aux gens comme ça. Oui. Et ça, c'est assez. Enfin, j'en ai parlé avec des amis marocains. Je veux dire, eux aussi, ils ne supportent pas ça. Hein, je veux dire, c'est pas la peine de faire la même chose à l'inverse. Voilà. C'est comme ça aussi, Marie Connet, que vous défendez les lettres latines contre ceux qui la défendent parfois. Vous êtes en train de traduire Lucrèce. J'essaie de traduire Lucrèce, je vais dire plutôt. J'essaie de traduire Lucrèce. C'est très difficile. Mais je pensais à ce que vous disiez sur faites-en ce que vous voulez, mais tout le monde en fait ce qu'il veut. Par exemple, je pense à un jeune homme qui, après, quand il a pu raconter son voyage, son trajet très très dangereux sur un matelas pneumatique, il a traversé la Méditerranée comme ça. Et ce qu'il a raconté, c'est un jeune homme guinéen. Ce qu'il a raconté en arrivant, c'est que à un moment, il y a eu des chants. Des chants de femmes qui se sont élevés. C'est là qu'il a su que il était sauvé, certainement. Mais ces chants-là voulaient le retenir dans la mer, en fait. Et ce gamin qui vient de Guinée, qui doit avoir 16 ans, 17 ans, qui a à peu près un bac, il a raconté son voyage. Évidemment, moi je l'ai fait parler, mais il n'a pas dit le mot sirène, hein, il n'a pas dit le mot Ulysse était assez loin de nous, hein, ce jour-là on parlait, mais ces femmes qui à la fois dans le chant étaient irrésistibles et qui pourtant prouvaient qu'il était tout près des côtes. Donc on en fait ce qu'on veut en fait. Merci Marie Connet, merci Florence Dupont, merci Paulin Ismar.